Bonsoir chers auditeurs et bienvenue sur Méridien Zéro. Alors ce soir à la barre de cette émission, Gérard Vaudan, accompagné à la technique de notre ami Igor. Bonsoir Igor. Bonsoir. Accompagné également de Jean-Louis Roumégas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Alors je dis bonsoir chers auditeurs, et je dis bonjour chers invités, parce que nous sommes en différé, nous enregistrons cette émission consacrée à la Bretagne, en Bretagne tout simplement. Donc l'équipe volante de Méridien Zéro en déplacement à Saint-Brieuc. Alors nous avons avec nous aujourd'hui, j'allais dire dans le studio, mais finalement non, pas dans le studio, dans une taverne bretonne. Nous avons avec nous Éric Alinck. Bonjour Éric. Bonjour à vous, chers auditeurs. Alors Éric, vous êtes secrétaire du parti politique Atsao. Atsao, PPV, ouais, Parti du peuple breton. Voilà. Avec nous, nous avons également Patrick Montosier. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors Patrick, vous êtes le premier président d'Atsao, c'est ça ? Exact. Voilà, le président fondateur d'ailleurs d'Atsao. Tout à fait. Voilà, vous avez également été auparavant président du parti du peuple breton, le POBL, c'est bien Parti ça. pour l'organisation d'une Bretagne libre, oui. Voilà. Rapide présentation de nos invités, Jean-Louis, pour nos auditeurs. Petite précision également, chers auditeurs, nous entamons un cycle sur les patries charnelles. Et nous avons décidé de débuter par la Bretagne. Alors, à venir, la Normandie peut-être, la Savoie, les Basques, les Corses, les Touaregs et tout un tas d'autres... on a du mal à avoir des contacts, mais ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. On est sur un coup là. Donc je disais, chers auditeurs, présentation un petit peu plus en détail, quelque peu rapide, remarquez, de notre invité Patrick Montosier, puisque vous êtes un nationaliste breton. Vous avez participé au Front de libération de la Bretagne. D'ailleurs, vous avez payé votre engagement politique, on va dire, au prix fort. Bref, cela étant, vous êtes en tous les cas, vous êtes engagé dans le mouvement politique breton MSAV depuis le début des années 70. Vous nous raconterez, je pense qu'au cours de cette émission, nous aurons l'occasion d'évoquer votre parcours, vos influences et puis vos choix politiques en fonction de ce que nous allons évoquer tout au long de cette émission. Alors je vous propose, dans un premier temps, de manière à bien saisir ce qui nous amène aujourd'hui à parler d'Atsao, chers auditeurs, de découper cette émission avec une brève histoire du mouvement breton dans un premier temps, et puis ensuite nous aborderons vraiment le cas d'Atsao avec ses engagements, ses actions, ses choix politiques et également ses propositions. Puisque nous y reviendrons, mais je crois que vous avez fait un gros travail sur le... Oui, je vois Patrick qui a l'air de dire oui, effectivement, un gros travail de recherche notamment, et cela afin d'aboutir à la mise en place d'un programme politique, d'un programme de gouvernement, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Oui, on a édité de toute façon un programme de gouvernement breton au nom d'Atsao, un an après la création d'Atsao, avec tout ce qui concerne un programme de gouvernement, bon, très limité, parce qu'on n'a pas sorti quand même un livre de 300 à 400 pages. On a quand même dégagé les grandes idées fortes d'un gouvernement breton tel qu'on le conçoit. Très bien, écoutez, nous y reviendrons. Jean-Louis ? Oui, donc si on part sur l'aspect historique des choses, aussi surprenant que cela puisse être pour certains auditeurs, la Bretagne n'a pas toujours été française. Depuis quand est-ce que la Bretagne est sous domination française ? La Bretagne est sous domination coloniale française depuis la perte de son indépendance, c'est-à-dire depuis la grande défaite de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488. D'accord. C'est cette date qui marque réellement la fin de l'indépendance nationale de la Bretagne. Pour autant, le mouvement breton, ce qu'on appellera l'EMSAV, lui, il naît à quel moment ? Disons que l'EMSAO naît vraiment, si on reprend le terme d'EMSAO, avant la guerre 14-18.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après la perte d'indépendance, la Bretagne a toujours été une rebelle. La Bretagne a toujours défendu ses libertés fondamentales, que ce soit sous la monarchie, puis ensuite sous la République. Et je dirais que la révolution de 1789, cette fameuse révolution bourgeoise française qui a mis fin aux dernières libertés bretonnes, c'est-à-dire à l'autonomie de la Bretagne, le mouvement breton tel qu'on le conçoit actuellement sous le terme d'Emzao est né, si vous voulez, aux alentours et un petit peu avant la guerre de 14-18, avec principalement, parce que je vais faire un petit peu en raccourci, l'Union régionaliste bretonne du marquis d'Estourbillon, l'URB, qui était régionaliste, mais il faut aussi replacer les termes dans le contexte de l'époque. À cette époque-là, le terme régionaliste, si vous lisez les textes de l'URB, ça correspond aujourd'hui à des gens qui étaient de très très grands, seraient des très grands autonomistes, si vous voulez. Hein. Donc là, pour moi, si vous voulez, le grand point de départ de l'EMSA politique. Ok. Alors, la Bretagne a payé très cher en fait le passage au statut républicain. Oui. En particulier avec toutes les guerres menées contre l'Ouest d'une façon générale. Quelle est l'influence et quel rapport est-ce qu'on peut mener entre cette conscience bretonne et des mouvements plus au sud qui ne sont pas spécifiquement bretons? Comme la chouannerie, comme les guerres de Vendée. Est-ce qu'il y a dans la conscience bretonne, est-ce qu'il y a un apport de ces résistances? Je voudrais déjà vous faire préciser quelque chose, c'est que la chouannerie, le terme chouan, c'est exclusivement breton. En Vendée, c'était l'armée catholique royale. Donc c'était deux choses totalement différentes. Tellement différentes, c'est qu'en Vendée, c'était des nobles qui le commandaient exclusivement. En Bretagne, ça pouvait être un simple paysan qui pouvait commander une armée d'hommes. Donc, si vous voulez, il y a déjà deux notions différentes, même s'ils se battaient pour un même idéal. Ce que j'allais dire avec une même cause, quand même. Une même cause, un même idéal, une même cause, le roi. Mais en Bretagne, si vous reprenez les déclarations, notamment de Cadoudal, Cadoudal était considéré, même par les Français, par les républicains français, comme un particulariste breton. Ça veut bien dire, le terme particulariste, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il se battait pour le roi, pour Dieu et pour la Bretagne. D'où un même gros Dieu et la Bretagne. Hein. D'accord. L'autre aspect extrêmement présent de cette domination républicaine française en Bretagne, ça a bien sûr été l'enseignement et la tentative d'éradication des langues bretonnes, en particulier sous la Troisième République. Ça n'a pas été une tentative, ça a été vraiment un programme quasiment de génocide culturel, d'éradiquer totalement la langue bretonne. Il fallait que les Bretons abandonnent leur langue, qui était devenue une langue comme on va expliquer, une langue de plouc, avec dans les écoles le symbole, c'est-à-dire qu'on attachait un sabot à un élève qui était pris par les Bretons, ou pire, comme m'a dit lorsque j'ai commencé à militer dans le mouvement breton, un vieux militant, lui on le mettait contre le mur, on lui demandait d'ouvrir la bouche, et l'instituteur lui crachait dans la bouche. Voilà un petit peu le sort qui était réservé aux petits-enfants bretonnants. Plus la délation, en fait. Plus la délation. En fait, un enfant, pour pouvoir enlever le sabot qu'il avait autour du cou, il fallait qu'il dénonce l'un de ses petits copains, quoi. Alors, la délation, c'est quand même un sport national. En France, peut-être. En France, oui. Ah oui, pardon. Nous sommes en terre bretonne. Oups là, triple zut. Quels sont y a-t-il des formations politiques bien spécifiques à cette époque? Quelles sont-elles? Politiquement, politique non. ou culturelle d'ailleurs? Non, après, si vous voulez, sur le plan culturel, après l'URB, on arrive, si vous voulez, à un grand mouvement qui était culturel, qui était certes catholique, national-catholique, qui était le Blunbrock. Le Blunbrock sous l'influence de plusieurs abbés, notamment... Alors, ce qui veut dire... le Blunbrock, c'est la fleur de bruyère. Hein. Notamment l'abbé Perrotte, qui a donné sa vie pour la Bretagne et pour la langue bretonne, qui a été assassiné lâchement par des résistants communistes. Ça aussi, il faut le souligner. Il n'a pas été le seul, mais bon, il représentait quand même, si vous voulez, tout un symbole de renaissance de la langue bretonne, aussi bien en pièces de théâtre, des représentations théâtrales et tout, et de l'enseignement, et surtout, les messes en breton, la liturgie en breton. Si vous voulez, il y avait un renouveau culturel, malgré la répression qu'il y a eu de la France, et qui existait toujours, la répression française. Donc il y a eu tout un clergé breton qui s'est investi pour la défense de la langue bretonne.
D'accord. Et donc, quand on parle de partis politiques à cette époque, il y en Alors, a-t-il un d'ailleurs? Non, il est arrivé progressivement, si vous voulez, des gens qui se sont investis. Donc, il y a eu Camille de Messier-Derme, qui a créé le Parti national breton en 1911. Là, on commence, si vous voulez, on arrive vers quelque chose qui se concrétise au plan politique. Le PNB, le Parti nationaliste breton, vous verrez pourquoi je dis nationaliste, de 1911, de Camille de Messier-Derme, était un parti séparatiste, indépendantiste et séparatiste. Donc là, on arrive dans des notions modernes de l'Emzao. Ensuite, ce parti-là va être éphémère, mais va donner naissance à Brézatao. Avec un trio de choc, je Avec crois. un trio de choc. Bon, il y a eu De Beauvais, Mordrel, Job de Roincé, principalement, hein, le trio de choc. Brézatao, qui s'est progressivement, qui était autonomiste par rapport à l'époque, qui progressivement s'est radicalisé, qui est devenu foncièrement indépendantiste, voire séparatiste, hein, et qui a édité un journal, Brézatao. Ensuite est arrivé le PNB. Bon, il y a eu des scissions, mais bon, est-ce qu'il faut parler des scissions de fédéralistes de gauche? Non, je pense que ça a duré un an, c'était épisodique, voilà, c'était pas qui nous intéresse marquant, ça n'a justement, pas marqué. c'est de voir jusqu'où va nous mener le PNB. C'est arrivé donc au PNB et là, Parti national breton, différence avec le premier PNB de 1911, et là le PNB, on peut dire avec son journal L'Heure bretonne, a été quand même le grand parti pour l'époque de la Bretagne, avec plusieurs milliers de militants. Et Ce que j'allais vous demander à l'époque, L'Heure bretonne, est-ce qu'on a une idée du tirage de ce journal? Enfin, je veux dire, c'est l'Ouest France d'aujourd'hui. Tiré entre 20 et 30 000 exemplaires à peu près. Voilà. Ce qui était énorme. Attention, c'était énorme pour l'époque. Parce que la diffusion n'avait rien à voir avec aujourd'hui, quoi. Il n'y avait pas les maisons de la presse, quoi. Voilà. Ouais. Et sans site internet. Bravo L'Heure bretonne. Sans site internet, pas de et sans Facebook. Et pas de Facebook. C'est pas rien, croyez-moi. Donc là, on arrive à, on est dans les années, à une structure politique moderne. On est à quelle époque là? On est en 1940, disons. La belle époque Voilà. du PNB est 1940. Ouais, même un peu plus, un peu plus tôt, ouais. Un peu plus tôt, mais la belle époque, 39-40, c'est la belle époque du PNB. Alors, on peut peut-être parler de la position des chefs politiques à cette époque, 1940. Là, quelle est la position des chefs politiques bretons par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne, etc. Bah, en fait, tout démarre à l'avant-guerre, puisqu'en fait, le PNB prend position contre le conflit. Il est même l'un des rares en fait en France à prendre position contre ce conflit-là, ce qui lui amène un tas d'emmerdes d'ailleurs. Après les premières répressions en fait en Bretagne où De Beauvais est arrêté, juste pour distribution de tracts, et c'est là que Célestin Néné en fait peu de temps après fait son coup de grâce en allant faisant péter la statue, la fameuse statue à Rennes, ce qui va dans un sens scinder le mouvement breton. Qui, à cette époque-là, en fait, effectivement, le PNB est naissant, donc avec des hauts, des bas, on va dire comme tous le mouvement breton, que ça soit depuis la chouannerie aujourd'hui, on s'aperçoit que en fait, c'est en bordel couvré en permanence, quoi. Il y a toujours une poignée d'hommes pour diriger l'ensemble, et c'est l'explosion de ce monument, en fait, va fédérer le mouvement, et effectivement, c'est là que le PNB va prendre son ampleur. À un moment même où, en fait, je ne vais pas dire que De Beauvais et Mordrel sont en train de se dire qu'ils vont peut-être laisser tomber, mais on n'en est pas loin, quoi. Et c'est là qu'ils organisent le fameux rassemblement à Rostrenain. Et à Rostrenain, alors qu'ils sont persuadés d'avoir personne devant la salle, en fait, ils se retrouvent où il y a pratiquement 1 millier de personnes, quoi, sur quelque chose qui n'avait pas été, ça n'avait pas été annoncé dans la presse, etc. Donc, ils reprennent courage à ce moment-là, effectivement, et c'est là que le PNB, lui, va prendre son essor, et avec tout ce qui va suivre, avec les engagements... son engagement auprès des nations qui devaient soi-disant donner l'indépendance à la Bretagne. Oui, alors c'est ça, parce qu'il y a eu ils se sont fait flouer, finalement, ils ont joué. Voilà, il y a eu un marché de départ. En fait, sur cette époque-là, ils sont comme beaucoup d'autonomistes, hein, qui soient de tous bords, que ce soit les Alsaciens d'ailleurs, puisque le PNB avait énormément de rapports avec le mouvement alsacien, parce que sans le mouvement alsacien, on peut dire que le PNB n'aurait peut-être pas vu le jour. On est en pleine période de heurts en France, où les Alsaciens commencent à parler d'autonomie, se réveillent, etc. Et parce que les Alsaciens vont être emprisonnés, les Bretons, en fait, vont les soutenir en Alsace, et ainsi de suite. Et également avec les Corses. Et les Corses, ouais. Mais à ce moment-là, on a exactement la même chose dans les autres départements français.
qu'on va dire outre-méditerranéen, qui est l'Algérie, quoi. Où en fait, les Allemands ont préparé le terrain avec les autonomistes de l'époque, en leur disant vous combattez avec nous, ou au moins vous nous facilitez le travail, et nous autres, une fois en place, on vous donne l'autonomie, quoi, ou on réglera l'autonomie, quoi. Alors, Quelle est la part, parce qu'on a finalement parlé de domination culturelle, et c'est indéniablement évidemment le fondement du sentiment national et de la résistance. Quelle est la part de la domination économique ? Parce que Yann Fouéré, par exemple, considère qu'il y avait une colonisation économique française en Bretagne. Est-ce que cet aspect économique, durant toutes ces années-là, est un aspect mis en valeur ou mis en avant par les militants, ou c'est quelque chose qui est au second plan ? Non. Ça a toujours été dénoncé soit par Brazatao, soit par le PNB. Il y a plusieurs dominations coloniales françaises. Il y a la domination coloniale sur le plan économique, sur le plan linguistique. La Bretagne est réellement, même aujourd'hui, en 2012, dans les termes, si vous prenez la définition d'une colonie, la Bretagne est une colonie et sous domination française. Il n'y a pas que la Bretagne. On a cité tout à l'heure, parmi les parties charnelles, le Pays Basque, la Corse, la Catalogne, la Flandre, la Savoie, etc. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais sur le plan économique, si vous voulez, la Bretagne n'est pas maîtresse de son destin. La Bretagne ne négocie rien à Bruxelles. Imaginez un petit peu que la Bretagne soit une nation indépendante, que nous puissions négocier sur le plan européen ou sur le plan international nos marchés, notre pêche, notre agriculture. Je pense ça ne serait pas dans l'état que c'est actuellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de tout brader. La Bretagne se fait brader toute son industrie, toute son agriculture, toute sa pêche. On démolit les bateaux, il n'y a plus de ports de pêche, il n'y a plus que des ports de plaisance, où viennent les touristes français ou étrangers. Mais étrangers et français, pour nous, c'est la même chose. pour la pêche, c'est pas compliqué, il suffit d'aller chercher du poisson chez Picard, hein. Oui. Bon, alors cela étant dit, moi je voulais revenir au type d'action que mène le PNB dans cette époque de conflits et de boucheries européennes qu'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a un travail d'éducation des masses, il y a un travail culturel assez prononcé où on fait défiler en uniforme. Disons que le PNB se trouve un petit peu dans la même position que nous sommes aujourd'hui actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un verrouillage, si vous voulez, par l'État central français, il y a un verrouillage des médias. Les médias qui existaient à l'époque étaient quand même sous domination et sous influence française. Donc le PNB ne pouvait, si vous voulez, influencer sur les masses que par le biais de leur organe politique, leur bretonne, ou par le biais d'actions ponctuelles, puis l'affichage, enfin le travail du militant de base, puisque le PNB n'avait pas, comme nous n'avons pas aujourd'hui, si vous voulez, les médias avec nous. Nous avons même les médias systématiquement contre nous. Déjà à l'époque, ouais. Parce qu'en plus, à l'époque, ils sont en porte-à-faux à partir du moment où, en fait, ils ont cru, en fait, pouvoir négocier avec l'Allemagne pour obtenir l'autonomie. À part qu'en fait, Pétain, le jour où il va serrer la main à Hitler à Montoire, c'est la mort. Enfin, c'est la mort de toutes les autonomies, quoi. Donc quand nos grands médias actuels accusent Pétain de vendre la France à l'Allemagne ce jour-là, il sauve la France. Parce que sans ça, la France, elle éclate. Et c'est Pétain qui réclame en fait à Hitler que la France, elle est une et indivisible et qu'il n'aura rien. Enfin, s'il veut la paix en fait sur le territoire et la négociation, il faut qu'il lâche les autonomistes. Et donc Hitler lâche les autonomistes. Donc même si quelques-uns en Allemagne, en fait, des pro-celtiques, ont soutenu par derrière Mordrel, etc., en fait, ils auront mis de la poudre dans les yeux et en fait le doigt dans le cul, quoi, comme dirait l'autre. Ça c'est dit. C'est marrant, Eugène aurait pu la faire celle-là. Depuis tout à l'heure, parce que bon, on a des auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, ou si vous voulez, ou qui n'ont pas forcément conscience en fait des termes. Parce que depuis tout à l'heure, on utilise des termes donc d'autonomie, de séparatisme, de régionalisme. Est-ce que très rapidement, est-ce qu'on peut donner des définitions à peu près claires sur les nuances et sur les différences entre ces différents termes du débat? Le régionalisme, c'est là où on est aujourd'hui, avec plus ou moins de niveaux. Oui. Mais aujourd'hui, en gros, une délégation de compétences sur un échelon local, mais dans un cadre qui est unitaire. Voilà, absolument, c'est ce qui est exact. Enfin, c'est ce qu'on est là. Effectivement, on peut aller plus loin, on peut pousser le régionalisme, ce qui est le cas d'autres mouvements bretons actuels qui veulent rester en fait en France, dans la région France, mais avec un peu plus d'autonomie. Il y a l'autonomie, où là, en fait, on délègue, on va dire, les grandes lignes au pays, on va dire à la France. L'autonomie pourrait rentrer dans un système fédéraliste, on va dire. Voilà.
Et ensuite, il y a l'indépendance, donc le séparatisme, où là, en fait, ce qu'on réclame, c'est d'avoir tous nos propres droits. Quitte, nous, à faire le choix d'une délégation. Enfin, le choix d'Azzao, aujourd'hui, il est fait. C'est-à-dire que nous, la délégation, on veut bien l'avoir, mais pas en France, en Europe. Donc Bruxelles, aujourd'hui, pourquoi pas. Mais un véritable fédéralisme européen, quoi. Donc en fait, voilà, la grande ligne, elle est là. Et aujourd'hui, si on prend le terrain, que ça soit déjà à l'époque ou aujourd'hui, il y a toujours eu une mouvance, au milieu, un espèce de bain de gens qui sont, on va dire, des autonomistes durs qui vont se rapprocher du séparatisme sans jamais le prononcer, et de l'autre côté, des autonomistes mous qui, en fait, restent dans la lignée des régionalistes à aller serrer la pompe, D'accord. à la Oui, France, la question etc. centrale est une question de souveraineté et de Oui, degré c'est de ça, souveraineté. absolument. Degré de souveraineté, c'est ça, mais ouais. je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que il faut se rappeler quand même de l'histoire nationale de la Bretagne, c'est-à-dire que c'est près de 10 siècles d'indépendance et de souveraineté nationale. Donc ça, personne ne peut le nier et on ne peut pas tirer un trait là-dessus, sauf si on est républicain français et jacobin français. Bon. Deuxième chose, les droits d'un peuple, ça ne se partage pas. Imaginez un coureur cycliste qui fait une grande compétition, qu'on lui prête un vélo avec une seule pédale. Non, ça ne va pas marcher. Donc les droits du moins peuple facile. breton, on ne peut pas les partager. C'est tout ou rien. Et c'est valable pour le peuple breton, mais pour tous les peuples. Oui, tout à On fait. peut La pas souveraineté, de scinder. toute façon, ne se divise pas. Ça, Voilà. c'est clair. Donc pour nous, c'est un combat pour l'indépendance, point final. D'accord. Eh bien, ceci étant dit, merci Jean-Louis pour cette question qui méritait d'être posée sur les différents courants. J'en reviens à notre histoire du mouvement breton avec derrière, on a évoqué de manière assez concrète cette période charnière, Deuxième Guerre mondiale, le PNB. L'après-guerre. Alors l'après-guerre, c'est que bien entendu, les indépendantistes bretons ou les nationalistes bretons se sont retrouvés dans le camp des maudits et des vaincus. On a une traversée du désert après, en matière d'opposition politique finalement. Le culturel reprend le dessus. Alors, le culturel reprend le dessus sur plusieurs formes. D'abord par les cercles celtiques, par les formations de Bagadou, donc les formations musicales. Comme par hasard, les initiateurs sont des gens qui ont été des militants nationalistes bretons, et des militants nationalistes, je dirais, purs et durs, et sincères. Donc le premier renouveau, si vous voulez, d'une conscience nationale bretonne passe par cette phase culturelle, musicale. Puis vient la création du Célib, alors qui est un mouvement très très large, sur uniquement une base économique, très très peu politique, où vous aviez des gens de gauche, de droite, des socialistes, des radicaux, du MRP à l'époque, même certains gaullistes, certains, pas beaucoup, parce qu'on retrouve le vieux fond jacobin, pas de communistes, effectivement, parce qu'on ne peut pas être jacobin stalinien à l'époque et être d'accord avec une promotion de la Bretagne. Donc, si vous voulez, c'est une première amorce, pas politique, mais on sent quand même que derrière, il y a un ferment qui commence à poindre. Puis vient le mob, donc sous l'influence de Yann Fouéry principalement, mais aussi de Joseph Martret, des gens qui ont été, si vous voulez, à une certaine époque quand même engagés politiquement, soit sur le plan de bons autonomistes, je dirais, comme Joseph Martret, de grands fédéralistes Comme Yann Fouéry. et indépendantistes, parce que ça, il faut le dire, parce que j'ai bien connu Yann Fouéry, je peux vous dire qu'il était fédéraliste, ça, certes, européen, mais il était indépendantiste breton. Donc le MOB devient vraiment le premier parti d'après-guerre politique. On est en quelle année là? À peu près, 60, les années 60. 60, 62, 63, les belles années, jusqu'à la scission qui va intervenir avec une aile de gauche. Là apparaître la gauche en Bretagne, parce que vous avez vu qu'on n'a pas tout ce qu'on a passé auparavant. Oui, non, mais absolument, c'est il n'y avait extrêmement pas, si vous voulez, de courant de gauche qui gauchisant, s'imposait. etc. Il y a eu un courant avec une scission de fédéralistes de gauche à l'époque des Brosatao, mais c'est dit, ça a été éphémère, ça n'a même pas duré une année. Là, voilà un courant qui s'affirme de gauche, très, très à gauche, et qui fait éclater le MOB, et c'est la création de l'UDB, la naissance de l'UDB. Quand vous dites de gauche, Patrick, en fait, c'est gauche par quoi? Par le fait que ces gens-là mettaient l'accent sur des revendications sociales ou sur un aspect plus cosmopolite ou...
De gauche, non. Là, je vous arrête tout de suite. Les revendications sociales, le social n'appartient pas à la gauche, du tout. On le voit tous les jours. On l'a vu sur un gouvernement de gauche français pendant 14 ans. Laissez-moi rire. Non. C'est sur le plan idéologique. Ce sont des gens qui se sont ouvertement proclamés marxistes-lénistes. Il suffit de reprendre, j'ai une collection à la maison, de revue de base, une revue de formation politique qui s'appelait Ménards, où vous voyez, c'était pas des... Qui veut dire, c'est le jalon. Vous savez, le jalon, comment on jalonne un géomètre. C'est pas un drapeau, c'est pas le Gwenadu qui flottait sur leurs images, ni dans leur défilé à l'époque, c'était le drapeau rouge. Donc c'est une orientation, ça c'est leur problème, c'est pas mon problème, c'est un choix qui a été fait. Ils ont pris une orientation politique plutôt idéologique, qui ne correspond pas tellement à la mentalité bretonne. Si tu veux, le marxiste-léniniste, le Parti communiste en Bretagne n'a jamais fait des monts et merveilles, à part les saloperies pendant la résistance, mais à part ça, c'est tout. Ok, c'est parfait. Écoutez, merci pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, je vous propose une première pause musicale. Un petit soldat Louis. Voilà, je trouvais ça sympathique avec C'est un pays. Car je l'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans c'est pas normal. À croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie ou je sais pas quoi. Moi je l'aime mieux sous un ciel qui chiale, balayé par un vent norois. Là-bas c'est la mer qui donne et qui reprend quand ça lui plaît. Et ce putain de glas qui résonne quand elle a repris, tout le monde le sait. Là-bas si c'est pas pour ta pomme, on te le fera savoir vite fait. Ils en ont vu passer des tonnes de colons et voire même d'anglais. Puis parfois toute la violence qui fait lever le poing sur la place, qui rappelle qu'il y a méfiance après la langue, on vise la race. Qu'elle sait pas trop gêner la France pour lui mettre les pieds dans la crasse. Des fois que l'idée d'indépendance ne laisserait pas vraiment de glace. Car ça n'aime pas les conquérants à la cupidité vénale. Vu qu'une duchesse encore enfant s'est fait mettre d'une manière royale. Sa liberté c'est l'océan qui la nuit va rejoindre les étoiles. Et sa terre qui a fait serment d'être à jamais internationale. Oiseaux de mer quand ils reviennent près du rivage. J'ai compris qu'il y a l'enfer mais que ça vaut toujours mieux qu'une cage. Et même quand chaque jour est une guerre qui ne se lit que sur les visages. Ici on ne parle pas de sa misère et encore moins de son courage. J'en rajoute un peu, tant pis. Au début je t'ai bien dit que je l'aime. Dans tout ce merdier, ce putain de pays tient plus chaud que la gonzesse que je traîne. J'ai pas fini de l'ouvrir pour lui je filerai même des châtaignes. Le premier salaud qui le détruit ou qui voudrait lui remettre des chaînes. C'est un pays, fallait que je t'en parle car je l'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans c'est pas normal. À croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie ou je sais pas quoi. J'ai mieux sous un ciel qui chiale balayé par un vent norois.
Alors, on est dans les années 70, là on vient de la voir, enfin en même temps on vient de quitter Soldat Louis surtout. Donc on est dans les années 70 et c'est l'apparition de la violence politique, n'est-ce pas Padrigue ? Oui, c'est la naissance du Front de Libération de la Bretagne, le FLB. Qu'est-ce que c'est que le FLB ? Le FLB est une organisation clandestine militaire qui entend, si vous voulez, reprendre la revendication nationaliste et indépendantiste bretonne par des actions spectaculaires, principalement par des attentats. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une logique, pour imager pour nos auditeurs, là on est un peu dans la logique corse où on fait sauter les bâtiments, on fait sauter on dessoude pas les préfets quand même en Bretagne. On fait sauter tout ce qui est symbole de l'État français, c'est-à-dire les préfectures, les sous-préfectures, les hôtels des impôts, les gendarmeries, les casernes de CRS, enfin tout ce qui symbolise l'État français, l'État colonial en Bretagne. Le basculement, il se fait comment ? Il se fait par une insatisfaction sur l'état du mouvement politique, purement politique. Voilà, c'est ça. Disons que le FLB est né, si vous voulez, par le fait que des hommes et des femmes ont pris conscience que l'action politique n'aboutissait pas. C'est que l'État français était sourd et aveugle. Donc il fallait lui imposer d'autres méthodes pour le faire plier, le faire se mettre à genoux et écouter les revendications du peuple breton. Alors justement, est-ce qu'il s'est mis à genoux cet État français ? Il s'est mis plus ou moins à genoux parce que l'État français, pour le faire avouer qu'il se met à genoux, c'est une autre paire de manches. Je vous citerai quand même un exemple, c'est la charte culturelle qui a été signée sous le règne de Giscard d'Estaing. Ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est quand même un morceau important. C'est une reconnaissance officielle de l'État français qu'il existait une culture à part entière de la culture française, qui est la culture bretonne. Et là, il faut quand même saluer les gens qui ont été négociés cette charte culturelle avec Giscard d'Estaing, et je citerai notamment quelqu'un qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui a été Père d'Enès, qui était un militant nationaliste breton, un défenseur acharné de la langue bretonne. Le FLB, lui, est-ce qu'il entrait dans le débat ? Alors, donc c'est un mouvement nationaliste, indépendantiste. Vous-même venez plutôt de la gauche Non, moi je viens pas de la gauche, je viens d'extrême gauche. De l'extrême gauche. Le FLB, lui, se définissait comme nationaliste, purement nationaliste ou... Le FLB se définissait... Alors, il y a eu plusieurs FLB, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, si vous voulez, le FLB a évolué, puisque la société évoluait, si vous voulez. Le FLB, à l'origine, est un FLB purement nationaliste et indépendantiste, où on pouvait retrouver des gens d'idéologies différentes, de gauche et de droite. Je schématise. Oui. Hein. Mais ça a duré très très longtemps, et je pourrais vous dire que ça a duré quasiment au dernier FLB vraiment combattant, qui était le FLB de 78, les procès de 78 jusqu'en 80. Là, on retrouvait dans les gens du FLB des gens qui étaient de gauche, d'extrême gauche, de droite et d'extrême droite. Et ces gens-là, je peux vous dire que ces gens-là s'entendaient très 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 bien. Il n'y avait pas justement l'action clandestine, si vous voulez, mettait en sommeil le clivage idéologique. Oui, une logique frontiste finalement. Voilà. Qu'on ne retrouve pas sur le plan politique légal. Et par contre, quid de l'ARB ? Qu'est-ce que c'est que l'ARB ? Alors l'ARB, le FLB, le FLB, si vous voulez, le FLB était à l'origine de la création, aurait été la branche légale, c'est-à-dire le porte-parole légal de l'armée à l'origine républicaine bretonne. Mais bon, très vite, on a assimilé FLB et ARB. De républicaine bretonne, c'est passé à révolutionnaire bretonne. Une histoire de terme, parce que pour moi le terme révolutionnaire englobe aussi bien des gens de gauche que des gens de droite. Il n'y a pas de clivage politique, il n'y a pas d'étiquette politique à mettre derrière le terme révolutionnaire, même si certains ont voulu se l'approprier. Hein. Donc si vous voulez, le FLB-RB est devenu le sigle complet. Mais si vous voulez, l'engagement politique des hommes et des femmes dans la RB a été quand même très très important, parce que ça a quand même fait évoluer énormément le mouvement politique légal. Alors justement, le mouvement politique légal, après cette grosse dizaine d'années de violence politique, où en est-il ? Qui le représente ? On est au niveau du POBL, pas encore, non ? Ah non. Alors, il y a eu un grand parti politique qui s'est appelé Strola d'Arbro, le Parti de la Patrie, ou le Parti du Pays, hein, qui est
parti qui est né et qui a grimpé de suite, notamment sur le plan électoral, puisque les scores aux législatives, aux premières législatives, il y a eu des scores jusqu'à 24% dans certaines circonscriptions, si vous voulez. C'est un parti qui était fédéraliste européen, nationaliste breton, donc sous l'influence de Yann Fouéré. Donc j'ai fait partie en 1972, j'étais membre de Sora d'Arbreau. Donc ce parti devenait vraiment inquiétant pour l'État français. En parallèle ou en concurrence, il y avait cette fameuse UDB qui, elle, aux mêmes confrontations électorales législatives, a été totalement laminée, a fait des scores totalement ridicules. Mais quand quelque chose marche bien en Bretagne, vous savez, il y a des gens qui arrivent comme ça, d'ailleurs, principalement de Paris, des grandes gueules, des gens qui vont tout casser et qui vont former une scission, encore une scission de gauche, à l'intérieur de Sora d'Arbreau, pour rien créer, mais pour tuer et mettre vraiment par terre un parti qui avait vraiment de l'avenir. Donc c'est la fin de Sora d'Arbreau, c'est la fin de beaucoup de choses. L'UDB perdure toujours, mais tenu la tête hors de l'eau, à bout de bras par la gauche française, puisque de toute façon la théorie et la tactique de l'UDB, c'était de voter systématiquement pour la gauche française à toute élection, pour avoir des strapontins, pour avoir quelques petites places, sans aucune efficacité pour la Bretagne. Oui, des manœuvres purement politiciennes. Politiciennes, comme on en voit aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale française. Ça n'a pas changé. Donc, on fait 2%, mais on a 15 députés. Voilà. Donc ridicule, si vous voulez. Donc ça a été vraiment quelque chose de terrible pour le mouvement politique, puisque le mouvement politique s'est trouvé pendant plusieurs années, si vous voulez, au creux de la vague, parce qu'il n'y avait pas de mouvement politique national de représenter. Alors, dans le creux de la vague, est-ce qu'on a le POBL, justement Alors, justement, le POBL. Alors, le POBL est né en 82. 82, d'accord. Il est né en 82 avec une petite équipe. Je peux vous raconter un petit peu l'anecdote. Bon, il y avait moi, on sortait de prison. Il y avait Lionel Chenevière qui sortait de prison. Il y avait d'autres personnes qui sortaient de prison. Il y avait des anciens de Sora d'Arbreau. Et il y avait Yann Fouéré. Et la première réunion de constitution de Sora d'Arbreau s'est faite dans les bureaux d'Armor Magazine. Du POBL, vous voulez dire? Du POBL, pardon. C'est fait dans les locaux d'Armor Magazine. Ça, c'est pour la petite histoire, avec Yann Poelvet. Voilà. Bon. Donc, on crée un parti, mais je l'ai dit, il ne faut pas recommencer Sora d'Arbreau. Les années ont passé. Au lieu de se proclamer fédéraliste européen et nationaliste breton, on se proclame carrément pour une souveraineté bretonne. Alors, avec un slogan qui tient la route quand même, qui décape un peu. Non, mais qui décape pas, qui est la pure réalité, un peuple, une nation, un avenir. Je vois pas ce qu'il y a de décapant dans ce slogan. Oh, non, juste comme ça. Alors, c'est marrant, chaque fois qu'il y a 3 mots qui se suivent. Toujours est-il que... oui, c'est vrai. Oui. Mais, toujours est-il que le POBL va végéter, je crois qu'on... Non, le POBL a eu des belles années. Pardon, alors de belles années. Non, le POBL a eu des belles années, a eu une certaine audience, notamment sur le plan électoral, il y a eu des bons scores de fait. Malheureusement pour le POBL, c'est que la société bretonne, comme les sociétés européennes, ont évolué à une vitesse grand V, et est apparu dans ces sociétés-là des mots nouveaux. Alors, et ces mots nouveaux... On pense à quoi? Ces mots nouveaux ont été l'immigration extra-européenne, avec, en parallèle, l'apparition quand même d'une religion qui était plus ou moins cachée, j'allais dire voilée, mais je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots. C'était pas mal, j'avoue que non, elle était pas mal. Une religion qui commence à poindre le bout de son nez, alors qu'avant, bon, elle était très discrète, et puis tout ce qui engendre l'immigration, tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'insécurité, les violences et tout. Bon. Le dumping social, et j'en passe, c'est des meilleurs. Cela étant, donc, le POBL va donner finalement naissance à Tsao. Oui, non, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Les nouveaux mots là, que subissent les sociétés européennes, dont la société bretonne, une grande partie du bureau politique, appelons ça comme ça, du POBL, ne voulait pas traiter ces mots-là par peur d'être taxé de ceci, de cela. Bon, pas la peine de prononcer les mots. Mais bon, moi je dis, c'est pas vrai. Attention,
on se bat pour préserver une identité, qui est l'identité bretonne, et voilà qu'arrivent sur notre terrain, sur notre propre terre, des gens qui sont totalement étrangers à notre culture, à nos religions, qui mettent gravement en danger notre identité bretonne. Donc il va falloir quand même en parler, prendre des mesures et proposer des solutions. Alors qu'est-ce que c'est justement que l'identité bretonne ? Je veux dire, c'est ethnique. C'est ethnique. Bah oui, c'est ethnique. Ouais. C'est bien sûr ethnique. C'est même, je dirais, c'est que ethnique. Puisque c'est une terre. Voilà. C'est une terre, un sang et une culture. Oui. Donc c'est ethnique. C'est ethnique. Alors, c'est une langue aussi ou... Mais la langue en fait partie, obligatoirement. C'est une composante. Là, on parle français là aujourd'hui. Sans langue, Bah, on parle français aujourd'hui, mais on a toujours parlé français en Bretagne. Non, en même temps, on n'a pas beaucoup d'auditeurs qui... qui parlent le breton. Qui parlent le breton. Glenmore Faut l'avouer. Glenmore disait, je chante en breton, je chante en français. Je chante en français pour convertir et convaincre les Bretons à se battre. Et je chante aussi en breton, parce que c'est ma langue maternelle. Mais du coup, on est à 100 lieues de... Alors je pense en particulier à une... Alors je sais bien, à mon avis, je vais vous faire hurler avec le groupe Trian. Voilà. Mais je pense à la... Mais il faut le faire quand Je même. le savais. Il faut le faire quand même. C'est notre travail. Donc il y a une chanson que j'ai écoutée étant jeune sur un moment la Bretagne. Bah, tant qu'il y a un Breton qui a conscience. Breton, Voilà. Tant qu'il y a un Breton qui a conscience d'être breton, finalement la Bretagne existe. Dans quelle mesure est-ce que cet aspect-là est totalement à rejeter ? Bah, elle n'est pas rejetée en fait. La chanson de Trian par elle-même, elle est plutôt excellente. Parce qu'en fait, c'est vrai. À part qu'effectivement, la langue n'est pas particulièrement mise en avant. Effectivement, comme il dit, je suis né à Nantes, ou voilà, enfin bref, blablabla. Bien sûr qu'elle est vraie. Le problème de Trian, c'est pas cette chanson-là. C'est l'engagement qu'on y met derrière. Oui, c'est tout le reste. En fait, parce que ces paroles-là, effectivement, à partir du moment où il y a un Breton qui se sent breton, la Bretagne n'est pas morte. Mais c'est partout pareil. Et la langue, elle est importante. Si on parlait pas le français, est-ce qu'on serait français ? Hein, enfin, je pense pas. Voilà, Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en Bretagne, lorsque des étrangers viennent en Bretagne, ils sont effarés de voir le nombre de drapeaux bretons flotter en Bretagne. C'est quand même notre drapeau national. Étranger, vous voulez parler de touristes là, peut-être plus précisément. Non, je ne parle pas seulement de touristes. D'anglais, de français, hein, bon. Non, mais blague à part. Non, mais d'extra-breton. D'extra-breton, voilà. Merci Jean-Louis. Le fait C'est le bon terme. de voir la Bretagne pavoisée de drapeaux bretons, vous ne voyez pas ça en Auvergne, vous ne voyez pas ça en Normandie, vous ne voyez pas ça ailleurs, c'est pas vrai. La culture bretonne, l'édition des livres en langue bretonne, aussi bien en langue bretonne qu'en langue française. L'école. L'école bilingue. On a quand même 3 filières d'écoles bilingues. Ah, comment ça, 3 Il y en a Diouillez, qui est en école laïque, on a dit une, c'est les écoles catholiques, et il y a Diwan. Il y a quand même 3 filières en langue bretonne. Bon, avec des moyens réduits, avec aussi une répression déguisée. Moi, lorsque mes filles étaient scolarisées, dans l'école où j'habite toujours, j'ai imposé des cours de breton. Il y a eu 2 heures de cours de breton par semaine. Parce que je me suis battu. Vous étiez à l'école publique, L'école et là publique. c'est un vrai travail de militant Oui. que vous avez fait. J'ai réussi à avoir 2 heures de cours de langue bretonne dans les classes. Bon, une fois que mes filles n'est plus scolarisées, il n'y a plus. Maintenant, il y a des cours de turc, il y a des cours de berbère, il y a des cours de tout ce que vous voulez. Mais bon, il n'y a plus de cours d'arabe. Il y a plus de... Putain, c'est bien comme pays. il n'y a plus de cours de breton. Donc, si vous voulez, ce qui prouve bien, c'est que l'État français, il y a toujours le rouleau compresseur jacobin pour mettre un frein à l'enseignement de la langue bretonne. Oui, de toute façon, il suffit de voir les campagnes chroniques contre, je pense en particulier aux écoles d'Iwan. Et c'est vrai que professionnellement, pour m'être pris le bec justement avec des collègues liés à l'éducation nationale sur la question des écoles bretonnes, c'est vrai que c'est une question qui reste sensible. On reste effaré par l'aspect très chaud du dossier. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est ce qui n'est pas le cas avec les autres régions. C'est-à-dire que les Basques, ils ont leur langue. Les écoles, on parle leur langue, c'est pas grave. Les Corses, ils ont leur langue. Dans les écoles, on parle leur langue, c'est pas grave. En Alsace, ils ont leur langue. Dans les écoles, on parle leur langue, c'est pas grave. En Bretagne, on parle la langue, c'est pas bon ça. Parce qu'en fait, en permanence, dès que tu parles le breton, enfin, on voit les émissions en breton. Ici, tu mets l'émission, tu as 1 heure de breton. Après, on va te mettre du Bob Marley ou un truc comme ça. Parce que des fois, on finisse par croire
Que tu sois un nationaliste, et donc nationaliste, aujourd'hui, t'as pas de choix. Un nationaliste, hein, ça mène au fascisme, ça mène à l'extrême droite, hein, là, on ouvre les camps, etc. Donc voilà où est le problème. Pourquoi la Bretagne, alors qu'elle a exactement le même parcours que tous les autres? À un moment, il faut arrêter de se masquer, quoi. Il y a eu des Basques franquistes, comme on disait, il y a des Corses qui ont fricoté avec Benito, et ainsi de suite. Non, là, c'est pas grave. Mais le breton, ouais, c'est grave. Il y a aussi peut-être... Et ça a toujours été grave. Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre, on oublie un peu trop, mais on n'a pas fait que massacrer et piétiner les nationalistes. On a piétiné tous ceux qui parlaient breton. Parce que si tu parlais breton, t'étais donc un collaborateur. Oui, la déconsidération a été générale. On a pu le voir ça lorsqu'ils ont entrepris de débaptiser un certain nombre d'établissements. Louis Herrieux, qu'ils ont essayé, Paulique Monjaret, etc., etc. Bon, il faut voyer une chose aussi, il y a une dimension aussi économique. Si la Corse quitte la France, est-ce que la France s'en rendra compte? Ça fera plus d'argent dans les caisses. Bon, je ne veux pas être médisant. Bon, si la Bretagne quitte la France, je pense que le poids que représente économiquement, même actuellement sous tutelle coloniale française, la Bretagne, l'agriculture, la pêche, et maintenant les technologies, les hautes technologies. Bon, je pense que la France, là, perdra énormément. Donc, si vous voulez, la littoralisation, le poids de la Bretagne... C'est également un frein pour nous, pour notre combat. N'oublions quand même pas, en fait, c'est que toute la partie militaire, enfin marine militaire, elle est sur notre territoire. Et d'ailleurs, l'Allemagne s'y était pas... Toulon, c'est pas trop chez vous. Non, mais enfin, l'île longue, c'est chez nous aussi. Chez nous, hein. Et l'Allemagne s'y était pas trompée, parce que l'Allemagne, même en négociant, elles avaient bien dit aux Bretons, si vous récupérez votre indépendance, les ports de haute mer, on se les garde pour nous. Donc ce qui prouve que, stratégiquement, la France, elle n'est pas bourrin non plus. Pourquoi la Bretagne, qui est entourée d'eau, elle est tournée vers la terre? Voilà, on parlait du colonialisme, voilà la bêtise française. Enfin, on est l'un des premiers producteurs d'agroalimentaire en Europe, alors qu'on a de l'eau tout autour. Mais Eric, les ports. Brest devrait être le plus grand port d'Europe. Le plus grand couloir maritime passe au large de Brest. Les bateaux passent. Pourquoi ne s'arrêtent-ils pas? Après, il y a une question, il y a une question d'Interland, d'arrière-pays qui est pas forcément par rapport au centralisme. Il n'y a pas d'infrastructure. Mais parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Pourquoi il n'y a pas d'infrastructure? C'est que ça n'intéresse personne, puisque Brest, de toute façon, c'est pas fait pour être un port de commerce, c'est fait pour être un port militaire. Militaire français. Voilà. Donc à partir de là, la question se pose pas. On va pas s'emmerder à faire des routes qui vont aller jusqu'à d'autres axes, puisque de toute manière, les bateaux s'y arrêteront pas. Les bateaux passent au large. Voilà. On y met les bateaux militaires. Ou Alcatel pour ses fibres optiques. Ou Alcatel. Alors du coup, finalement, le POBL a refusé, de prendre en compte ce que une grande partie des militants et principalement des jeunes demandaient. Donc moi, j'avais prévenu. Là, on est sur un congrès là. Non, c'est avant le congrès. Attendez. Avant le congrès, j'avais prévenu certaines personnes. J'ai dit attention, je sens qu'on va perdre des plumes, tous les jeunes vont foutre le camp. Hein. Il n'y a pas que les jeunes, mais principalement les jeunes, qui sont quand même les éléments moteurs et dynamiques de tout parti politique, vont foutre le camp. On n'a pas voulu écouter Montausier. Montausier a fait une motion qui s'appelait la droite nationaliste bretonne, qui a été présentée au congrès de Mur de Bretagne. On a été battu de quelques voix. Je pense que ça n'aurait rien changé. Je pense que les carottes, comme on dit, étaient cuites. Donc c'est là qu'est née la scission. Et la scission est née pas pour le plaisir de créer un nouveau parti politique, parce que moi je considère que je suis contre la multitude de partis politiques dans un combat de libération nationale. La décision politique réfléchie. C'était une décision réfléchie. C'était nécessaire. Qu'il y avait maintenant des mots qui se posaient à la société bretonne qu'il fallait absolument traiter expliquer aux gens politiquement. Et c'est comme ça. Donc on est en 2000. 2000. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que dès l'origine, vous vous revendiquez comme la droite nationaliste bretonne. Ouais. Alors moi, ça m'interpelle toujours le terme de droite. Mon ami Crampon serait là. Il serait également d'accord. Pourquoi droite? En opposition à gauche? Ou alors vous êtes des libéraux? Vous avez Alors, non seulement en opposition. J'ai dit un gros mot, je suis vraiment désolé. Un gros mot là, vraiment. En ce qui me concerne, j'ai dit un gros mot. Ouais. Non, mais en opposition à gauche, c'est sûr, en opposition à gauche. Parce qu'on voit ce que représente la gauche. Je ne dis pas le socialisme, je dis bien la gauche. La gauche, c'est pas le socialisme. Non, je dirais même que le socialisme est contre la gauche. Non, la gauche, c'est vraiment c'est quelque chose
pour moi, c'est quelque chose d'infernal. C'est le mensonge permanent à la classe ouvrière. C'est le mensonge aux plus démunis. C'est le mensonge à tout. Et on voit aujourd'hui, la gauche, c'est la haute bourgeoisie. C'est le médecin du coin, c'est le notaire, c'est le chirurgien, Bon. La gauche ne m'intéresse pas et ne m'a jamais intéressé. C'est bien pour ça tout à l'heure, je vous ai rectifié que je n'ai jamais été à gauche, mais à l'extrême gauche. Hein. Bon. Pourquoi de droite ? Parce qu'à droite, il y a des valeurs à défendre, des valeurs qui correspondent, si vous voulez... Lesquelles ? Alors on pense à quoi là ? Les traditions. La famille ? La famille. Je ne dirais pas la patrie, je dirais seulement la nation bretonne. Hein. Non, parce qu'après les jeux de mots, c'est trop facile. Bon. Non, il y a quand même, si vous voulez... Le naturel, les lois naturelles. Les lois naturelles, il y a plein de choses qui n'existent pas à gauche, qui existent à droite. Bon, je sais que le mot droite... La vraie écologie, en fait. La vraie écologie. L'écologie est née à droite, voire à l'extrême droite. Hein. Ça a été récupéré allègrement par tous nos gauchistes de service. Hein. Bon. Donc ce sont des valeurs traditionnelles, ce sont des choses simples, des choses saines même, des choses très saines, que la gauche n'a pas. La gauche n'a pas de valeurs saines. Je vous dis, c'est le mensonge, c'est la fourberie, c'est le complot, c'est la calomnie, etc. etc. Bon. Vous venez de nous habiller le nouveau président de la République, là je vous raconte pas. Là. Finir dans les geôles de la République, nous. Hein. C'est pas mon président de la République. Hein. Il y a quelque chose qui peut étonner lorsqu'on reste sur les vieux clichés hein, par rapport à la Bretagne, par rapport aux terres de l'Ouest et en particulier par rapport au poids de la religion. C'est que par exemple, dans les valeurs, ça, c'est un aspect que vous n'incluez pas du tout. Ça veut dire qu'à un moment, Atsao adopte une position purement laïque. Non, un parti politique. On ne peut pas être un parti politique et un parti religieux. Non. Un parti politique, chacun a sa conscience. Ouais. C'est individuel. Surtout qu'en Bretagne, c'est compliqué. C'est compliqué en Bretagne, oui. Hein. Parce que si on prend la religion, moi je suis catholique, hein, paix à mon âme. La religion, c'est compliqué en Bretagne parce que la religion a toujours. Au départ, elle a plutôt poussé le nationalisme, bien avant les 1900. Et après, elle a poussé l'antinationalisme, en fait. Elle a toujours mis les freins, et ça date pas d'aujourd'hui, parce que même dans l'histoire bretonne, on s'aperçoit que les évêchés ont toujours été attachés plus ou moins à la France, à part quelques-uns, mais tous les autres, en fait. Riquet, je te reprends, excuse-moi. C'est pas la religion, c'est la hiérarchie. C'est la hiérarchie, c'est les évêchés. Voilà. C'est pour ça que je crois pas en l'Église, je crois en Dieu. Mais effectivement, c'est compliqué aujourd'hui. Donc ça, on ne peut pas le rejeter parce que la Bretagne, elle est catholique, mais la Bretagne n'est pas seulement catholique. Non. C'est-à-dire que la Bretagne, elle a aussi une histoire, avant que les Bretons arrivent et évangélisent. On a des menhirs partout, parce que ces menhirs-là, effectivement, il en existe ailleurs sur le territoire, mais ceux-là ne sont pas français, quoi. Ceux qu'on a chez nous. Donc, on avait pris à l'école que c'était les menhirs de Carnac qui étaient français. Quand on les a mis, en fait, non, parce que la France n'existait pas, alors que l'Armorique existait et la Bretagne aussi, bien avant la France. Donc tout ça fait qu'en fait on n'a pas qu'une seule culture. Donc on ne peut pas être un parti politique en disant voilà, on va défendre la religion catholique. Après tout, moi ça m'arrange. Notre président n'est pas catholique. Donc alors on fait quoi ? Alors je recrée un parti à côté. Enfin, c'est ridicule. Un parti politique n'a pas à apprendre. On prend position. Alors, par contre, je ne vais pas être tout à fait d'accord, même si on est d'accord. On ne prend pas position, bien sûr qu'on prend position. Parce qu'on va prendre position sur le terrain face à d'autres religions. Oui, mais on est plus dans une logique politique que dans une logique spirituelle. Voilà. C'est-à-dire que le spirituel est du domaine de la sphère privée. C'est privé, voilà. C'est individuel, c'est privé. Et il y a des gens qui sont païens, des gens qui sont néo-païens, parce qu'on a une civilisation quand même et une culture pré-chrétienne. Et ça, il faut en tenir compte. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie, c'est en nous. Ensuite, bon, il y a eu la religion chrétienne qui est arrivée, mais les deux existent chez nous encore. Et ça, on ne peut pas y couper. Et un vrai chrétien, de toute façon, ne se coupe pas de ce qu'il y avait auparavant. C'est pas possible. Mais un parti politique n'a pas à prendre position sur ces choses-là. Ça reste du domaine privé. Absolument. Où est-ce qu'on en était ? Moi, j'en ai perdu le fil, mon petit Jean-Louis, là. Non, mais Jean-Louis a coché, il voit où il en est. Non. Donc oui, stylo dans la voiture, on peut pas cocher. Du coup, Atsao en fait s'est créé à partir donc d'une partie de l'appareil et des militants du POBL. Est-ce qu'il a structurellement, est-ce qu'il y a des différences entre les deux mouvements ou est-ce que ça a été une simple continuité ? Non. De toute façon, il faut préciser une chose, c'est qu'à la création d'Atsao,
la création d'Atsao, le POBL avait fini sa belle vie, c'était terminé. Bon, c'était un petit peu dans l'ordre des choses. Atsao a quand même pris des positions politiques totalement différentes et totalement affirmées par rapport à celle du POBL. C'est-à-dire que la notion de la revendication indépendantiste était affirmée, alors que le POBL, bon, j'en suis en partie responsable, on avait, si vous voulez, un petit peu feutré la chose en parlant de souveraineté bretonne. Ce qui revient même, c'est une histoire de mots, mais bon, ça passait peut-être mieux. Mais il faut dire aussi que de 70, 80, 90, 2000, ça a évolué, les termes ont évolué. Le monde a changé. Le monde a changé. Se déclarer indépendantiste, les gens ne vous regardaient plus avec des yeux comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'est là qu'on voit, si vous voulez, qu'en Bretagne, quand même, même si la Bretagne vote à gauche aujourd'hui, et ça, je veux dire que j'en ai rien à foutre qu'elle vote à gauche, et si elle vote à droite, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Mais au moins, il y a un fond breton, si vous voulez, qui existe. Et ça, la France n'aura jamais réussi à détruire. On parlait d'identité tout à l'heure. Un Breton est fier d'être Breton, alors que j'ai connu. Oui, même s'il est de gauche. On a connu des peuples où les gens avaient honte de ce qu'ils étaient. Nous, au moins en Bretagne, à part quelques cons, mais ça existe partout, hein, un Breton est fier d'être Breton, fier de sa langue. Quand vous voyez des sondages qui sont faits par des organismes officiels et pas des officines nationalistes, la défense de la langue bretonne arrive tout de suite à 70-80%. Le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, c'est 75-70%. Il y a eu un sondage qui a été fait par le Télégramme et par, je ne sais plus quel est son titre, sondage français, mais officiel. Ipsos, un truc comme ça. Bon, donc pas téléguidé, pas manipulé. Il y avait quand même 23%, ou c'est 23 ou 24% de gens qui sont déclarés en faveur de l'indépendance de la Bretagne. Bon, on peut pas nier. Il y a bien quelque chose quand même dans les tripes des Bretons, de chaque Breton et de chaque Bretonne. Et ça, la France, malgré toutes les saloperies qu'elle a pu nous faire, n'a jamais réussi, si vous voulez, à faire qu'un Breton devienne un Français à part entière. C'est pas possible. Comme quoi l'intégration, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'assimilation non plus d'ailleurs. L'intégration n'existe pas. Quoi qu'il arrive, ça n'existe pas. Enfin, en tous les cas, on le voit. L'intégration, elle existe dans des pays type pays du Nord où en fait il y a une ethnie majoritaire qui gère le pays et derrière on va intégrer ponctuellement en fait des peuples extérieurs. Le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas une ethnie au-dessus. Il y a des ethnies au-dessus. La France a toujours refusé de reconnaître ces ethnies-là déjà en les massacrant. Enfin, en les massacrant, je m'entends, culturellement, etc. Donc résultat aujourd'hui, effectivement, quelle différence il y a entre un Breton ou un Togolais pour un Français? Je parle pas pour un Français parce que c'est ridicule ce que je dis, puisque la France existe et le peuple breton, le peuple français existe aussi, quelque part. Mais je parle de l'État, du système français, système jacobin, une et indivisible. En fait, rien du tout. C'est un électeur. C'est un mec qui a une carte d'identité. Donc n'importe qui peut avoir cette carte d'identité. Le breton, effectivement, ici, enfin, il n'y a pas qu'ici, dans toutes les autres régions actuelles, le cœur est quelque part. Le sang qui coule dans nos veines, en fait, il est quelque part, il est accroché à quelque chose, à la terre qui est là, au ciel, à la flotte, à tout, quoi. Donc ça veut dire quelque chose. Mais être français, ça veut dire quoi? En fait, voilà. En fait, toute la difficulté pour la France, qu'on retrouve à peu près, je dirais, nulle part ailleurs, si, dans les pays de l'Est, après Yalta. Et d'ailleurs, on voit ce que ça a donné. Donc, on s'accroche à... Enfin, aujourd'hui, on s'accroche à un drapeau qui a que 200 ans d'histoire, quoi. Et à une culture, enfin à un monde qui a été imaginé il y a 200 ans. Alors, on y arrivera peut-être un jour, la France arrivera peut-être, mais je pense qu'elle est mal barrée là. Mais... Ces années 2000 ont été en Europe la période d'émergence de mouvements, alors quel que soit le nom qu'on leur donne, de mouvements identitaires, même si on en a discuté tout à l'heure, c'est vrai que c'est un terme un terme que vous réfutez. Mais... Non, c'est pas vrai, enfin, je suis pas d'accord avec lui, parce que on peut pas... Le mot identitaire, c'est vrai, le vrai mot. C'est pas parce que d'autres l'ont repris... et qui se l'ont attribué, ils l'utilisent. Ils l'utilisent. Que je veux dire, moi je vais m'interdire d'utiliser ce mot-là. Non, mais c'est pas pour ça que je suis contre le terme identitaire. Moi j'ai connu dans les années 70 les gens de gauche qui se disaient nationalitaires, parce qu'ils voulaient pas se dire nationalistes. Bon, aujourd'hui on dit identitaire. Mais nous identitaires, notre identité, on la vit tous les jours. Donc on n'a pas à s'inventer, si vous voulez, des termes qui pour moi, des termes qui n'ont pas de sens.
Oui, qui sont pour vous. Pour moi, ça n'a pas de sens. Artificiel, en fait. C'est artificiel. Là, je vais le prendre comme un terme générique. Oui, un terme Ouais, mais générique. ça oui. permet au moins d'expliquer aux autres. Tout à fait. Voilà. Donc, C'est pour ça a que été j'utilise, une décennie d'émergence de mouvements de revendications alors, régionalistes ou autonomistes ou séparatistes. Hein. On en voit encore un exemple en ce moment avec les débats en Écosse. De quel mouvement au pluriel vous sentez proche ou qui peuvent vous servir de modèle? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Si, il y en a, parce que et effectivement, on est plus tourné vers les nationalismes, je vais dire, du Nord. Pour quelle raison? Parce que les nationalismes du Nord, on revient toujours à cette histoire d'identité, en fait, quelque part. Ont très rapidement pris en charge, en fait, leur propre identité. Et principalement, je vais prendre le cas des Flamands, parce que les Flamands se retrouvent aujourd'hui à la pointe, on va dire, de la défense identitaire en Europe, quelque part. Parce que les Italiens étaient bien partis, mais il a fallu qu'ils rentrent dans un gouvernement de merde pour qu'aujourd'hui ils soient dans la daube. Donc, sinon, enfin voilà, les partis auxquels on était très liés et avec qui on a toujours eu des échanges à Adzao, ça a été principalement le Vlaams Blok au départ, le Vlaams Belang et la Lega Nord. On a d'autres contacts avec d'autres mouvances. Ce que je reprocherais à certaines mouvances, comme les Suisses, c'est que derrière, c'est pas nous, quoi. Ils ont ce côté identitaire, voilà. Il leur manque autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des libéraux pour beaucoup, et nous, on n'est pas libéral. Social, ils sont à côté de la plaque. Culturellement, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, la Suisse, c'est pas de chocolat, quoi. Ouais, on est Voilà. juste sur des revendications En fait, politiques c'est anti quelque chose. C'est le nouveau notamment, populisme actuel voilà, c'est ça. que je hais le plus. Voilà. C'est-à-dire que moi, l'islam, si c'est juste être anti-islamiste, ça n'a aucun intérêt, quoi. Parce que les musulmans, après tout, ont le droit d'être musulmans, quoi. Oui, je Moi, pense. je serais plus nuancé qu'Éric. Je ne dis pas qu'Éric, ce qu'il a dit est faux. Il y a ceux qui mènent un combat de libération nationale et ceux comme les Suisses qui n'en mènent pas. Hein. Parce que les Suisses, c'est un État, donc ils ont un État, ils sont installés, ils sont dans leurs meubles et tout. Bon, Ce qui peut effectivement tempérer, dans ces cas-là, les prises de position les politiques. prises de position qu'on vient d'évoquer, qui sont peut-être pas effectivement. obligatoirement les mêmes que les nôtres. Voilà, absolument. Moi, nos références, c'est vrai, c'est le Vlaams Belang. Moi, j'ai connu les gens du Vlaams Blok parce que je les ai fait venir pour la première fois à un congrès de Pauble à Saint-Brieuc. Ça m'a valu des fleurs et des couronnes. Donc, bon, parce qu'ils mènent un combat de libération nationale. Bon, en plus, ce sont des gens qu'on connaît depuis longtemps. Et attention, il faut dire que le mouvement flamand a toujours soutenu le mouvement breton depuis toujours. Depuis Brézatao, depuis le PNB, depuis l'abbé Gantois, la partie flamande, malheureusement, du côté France, avec l'abbé Jan Very Perrot. Donc, si vous voulez, c'est une amitié presque naturelle depuis des siècles. Ensuite, il y a tous nos frères celtes. Bon, il y a la partie irlandaise du Nord qui est sous occupation anglaise encore. Il y a on vient de citer tout à l'heure les Écossais qui sont au bord de l'indépendance, qui bénéficient déjà d'une très très large autonomie, comme les Basques et les Catalans. Les Basques et les Catalans sont à la porte de l'indépendance. Hein. Donc, ils ont la chance de ne pas avoir la France, en fait. Voilà, c'est ça. On se rend compte aujourd'hui que la France est en Europe le dernier pays qui n'accorde aucun droit au peuple qu'elle emprisonne ou qu'elle embastille. Tous les autres, même l'Espagne, qui a évolué à une vitesse grand V, les Anglais, qui ne sont quand même pas... ont toujours reconnu les nations et les peuples. Même l'Inde. Et maintenant, la France reconnaît quoi? Le droit de baragouiner, comme on dit, 3 minutes et demie à la télévision française sur FR3 du breton, en plus que du mauvais breton bien souvent, etc., etc. Donc, si vous voulez, la France, c'est vraiment le ridicule de l'Europe. Et c'est bien pour ça que la France, comme on dit, en sortir, c'est s'en sortir. Il faut quitter ce bateau qui coule. Pas comme des rats, comme j'ai dit l'autre jour, parce que nous ne sommes pas des rats, mais parce que nous voulons, nous, sauver notre peuple et notre patrie. Très bien. Nous allons donc faire une deuxième pause musicale avec Gilles Servat, La Blanche Hermine. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà, la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà, la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée.
Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux Francs, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux Francs, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison de la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison de la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Alors, de retour sur Méridien Zéro, sur une spéciale MZ en goguette, en Bretagne, avec les camarades d'Atsao. Alors, messieurs, j'ai envie de dire, parlons vraiment d'Atsao, de son, ou tout du moins évoquons son programme politique ou ses axes de combat. Quel modèle économique proposez-vous pour la Bretagne ? Demain, vous êtes aux manettes, vous comptez partir sur quelle logique ? Vous avez développé l'agroalimentaire, il est déjà là, qu'est-ce que vous en faites ? L'agroalimentaire, il est là, donc on ne va pas l'enlever, puisque D'accord. aujourd'hui, c'est le point fort de la Bretagne. Et alors, c'est ce qui lui permettrait de survivre ? Non. L'agroalimentaire seul ne peut pas l'aider à survivre, et puis il y a un moment, on ne peut pas d'un côté combattre les algues vertes et continuer de développer l'agroalimentaire. Donc je pense qu'il va effectivement, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas nécessaire que la Bretagne soit aujourd'hui le premier ou le deuxième exportateur de porc en Europe. Je pense qu'effectivement on peut peut-être se partager le terrain avec d'autres, ce qui éviterait de pourrir nos sols. Maintenant, à côté de ça, effectivement, l'agroalimentaire, c'est une grosse part de l'économie bretonne actuelle. Donc à partir de là, cette économie-là, on se la garde, bien sûr. C'est ce qui explique un taux de chômage en dessous de la Moi, moyenne pour la nationale. simple raison, c'est que de toute façon, l'agroalimentaire, il faudra nourrir le monde en permanence. Donc, comme disaient certains, si on doit nourrir la planète, il faut multiplier l'agriculture actuelle par 10 ou 100. La seule différence, c'est que ces gens-là, n'ayant pas de pognon, on va quand même pas les nourrir. Je résume un peu, mais le libéralisme, c'est un peu ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'économie doit être différente. Nous, on est pour une économie localiste. Voilà. Donc je pense qu'en fait, on devrait répartir nos richesses un peu partout. Aujourd'hui, on a un gros pôle qui est effectivement l'agroalimentaire. Profitons-en, continuons de le développer. Travaillons avec d'autres, ailleurs, sur d'autres territoires de la planète. Parce que travailler en localiste, ça ne veut pas dire fermer, malgré que diraient nos camarades
l'autre côté de la barrière, on n'est pas tourné que sur nous-mêmes. On ne se regarde pas le nombril, quoi. On se doute bien qu'en Bretagne, on ne va pas manger du chou-fleur et puis du bar à longueur de journée, quoi. Donc, on doit obligatoirement travailler avec les autres. Les autres, c'est l'Europe, en priorité, mais ouvert sur tout le reste. Maintenant, si on se sépare de notre camarade français et qu'on récupère nos billes, il est bien clair qu'en fait, les ports militaires actuels, on doit pouvoir les récupérer. Si on les récupère, parce qu'on va pas monter une armée bretonne, je pense que la Bretagne n'est pas faite pour se construire une propre armée. L'Europe est là pour ça aussi qu'on est européen et fédéraliste, parce qu'on pense que certaines choses doivent être aux mains de l'Europe, mais on doit garder, nous, la maîtrise. Le régalien, à l'Europe, effectivement. Donc à partir du moment où ces ports-là sont ici, et si on avait les infrastructures que la France nous a toujours interdites, Brest pourrait être le premier port européen. Il n'est pas normal aujourd'hui que les bateaux passent devant Brest et aillent décharger à Rotterdam ou à Hambourg. Donc, deuxième point qui pourrait effectivement être un vrai fer de lance, c'est l'économie maritime. La Bretagne était le premier pays européen au niveau économie maritime. Première flotte. La France l'a détruite. Elle se l'est appropriée petit à petit. Donc en fait, elle l'a détruite, pas volontairement, c'est qu'en fait la France avait une autre volonté qu'un combat maritime. Ma nuance était plus sur le fait que, bon, si on met de côté l'Espagne, hein, mais c'est vrai que la pêche européenne, d'une façon générale, est laminée. Ouais, c'est vrai que c'est pas spécifique. Enfin, non, il n'y a pas que la pêche. Le maritime, c'est pas que la pêche. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas que la pêche et les ports de plaisance. Même si aujourd'hui en Bretagne, on se bat pour supprimer les ports de pêche pour mettre des ports de plaisance, pour des raisons qui sont des raisons économiques à court terme, qui finissent par faire détruire. Pas écologiques, et puis qui détruisent les villages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe sur de l'ensemble de nos côtes, en fait, où il y a rien du tout. L'hiver, il y a 3 maisons d'ouvertes, on trouve même pas un bistrot, parce que même les bistrots, ils sont tenus par des mecs qui viennent de métropoles, des grandes métropoles bretonnes, que ce soit Rennes ou Nantes, et qui viennent l'été pour ouvrir leur petit bar pendant 3 semaines et puis faire la saison. Ouais. Donc voilà où on en est arrivé. Donc effectivement, il faut trouver une autre économie. Il y a une réelle économie maritime. Avant, il y avait des ports, le Légué travaillait sur certains transports, etc. L'Orient travaillait sur d'autres systèmes, le Saint-Nazaire. Donc aujourd'hui, il y a une véritable économie maritime qui est aujourd'hui laissée à l'abandon. Donc il faut la redévelopper. Pour ça, il faudrait qu'on ait des ports qu'on puisse utiliser, des vrais ports, des grands ports. Donc Brest, Lorient, entre guillemets. D'accord. Donc ça, c'est une phase de l'économie. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le monde moderne, on utilise tous des hautes technologies. La Bretagne reste à la pointe des hautes technologies, que ce soit Lannion pour tout ce qui est haut débit, fibre optique, etc. Aussi bien et Rennes pour toute la partie multimédia, tout ce qui est logiciel et tout. Donc utilisons ce potentiel-là pour faire vivre en priorité les habitants de notre pays. Voilà. Qu'on paye notre quote-part à l'Europe. Voilà. La France serait fédérale, je dirais, on paye notre quote-part à la France. Là. La France, on veut pas qu'elle aille se faire foutre, et on payera notre quote-part à l'Europe. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France veut pas qu'on soit autonome, mais elle prend quand même 80% de nos impôts. Donc à un moment, il faut être resté raisonnable. Donc c'est vrai que le taux de chômage, aujourd'hui, il est moindre en Bretagne. Oui, je pense qu'effectivement, parce que l'agroalimentaire, qui est une des grosses parts de l'économie actuelle, fait que il faut manger, quoi. Même si effectivement on peut en discuter de tout ça, mais les salaires sont en train de baisser énormément parce qu'aujourd'hui les gros de l'agroalimentaire breton, que ce soit les Copperle et la Clique, en fait préfèrent embaucher des gars qui n'ont pas de papier, comme les dernières histoires qu'il y a eu. C'est le principe c'est le dumping social dont on parlait en début d'émission, et c'est pleinement ça. Hein. Et ça rejoint le phénomène migratoire, enfin l'immigration en tous les cas. Tout est lié en fait. Absolument. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, il y a que mes camarades de la CGT et de Sud qui croient en fait qu'allant soutenir les sans-papiers, ça va augmenter leur salaire. À un moment, il faut arrêter. Ils ont manifesté hier pour défendre les immigrés. Aujourd'hui, ils sont payés comme des immigrés. Demain, ils seront payés comme des sans-papiers. Voilà, la question, il n'y a pas besoin d'aller faire le tour. C'est comme ça. Alors, on parle des camarades de Sud ou de la CGT, là. La position d'Atsao sur le syndicalisme. On est plutôt ouvert à tout syndicalisme. Parce que le syndicalisme... Surtout si c'est celui d'Atsao ? Non, au contraire. Enfin, je veux dire, le syndicalisme ne doit pas être lié à la politique. Voilà. En Allemagne, ils ont des grands syndicats qui font quelque chose. Chez nous, on a plein de petits syndicats de merde. Oui, qui font rien parce qu'ils sont incapables d'être solidaires. Pour ce qui est du syndicalisme, pour avoir un petit peu travaillé sur le sujet, et pour ce qui est également de l'Allemagne, c'est vrai qu'on est dans des logiques différentes où la cotisation syndicale, ou tout du moins l'appartenance à un syndicat, déjà est obligatoire. Donc c'est vrai que ici, on en est loin. En général, on a plutôt des nantis à la tête des syndicats qui trustent tout. C'est des syndicats partisans. Et ce sont effectivement en plus des syndicats politiques et partisans. Donc, le syndicalisme allemand était lié au Parti social-démocrate de façon organique, hein, comme en Angleterre à une époque. Dans nos syndicats, je ne les connais pas tous. Je vais parler de la CFDT, CGT et Sud.
que je connais un petit peu mieux, à la CGT, on arrive à avoir des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même des adhérents d'Atsao, en fait, des militants, qui sont aujourd'hui, en fait, à la CGT, et qui sont représentants, qui ont des places importantes. Donc, en fait, on y arrive. Donc là, on est plus dans une logique Alors que la d'entrisme. CFDT, sachant... Non, même pas forcément. Non, parce que ça ne nous intéresse pas, l'entrisme dans le syndicalisme. Je ne crois pas que ça y mène quelque chose avec le syndicalisme actuel et ce qui est Atsao. C'est plus une volonté individuelle des militants. Absolument, voilà. Et de poursuivre ce que je veux peut-être dire, un c'est qu'en combat fait, la militant CGT, aussi. sur certains secteurs, a accepté d'avoir en son sein des militants indépendantistes et nationalistes. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est principalement... Ou d'avoir des membres du Front National aussi, ça dérange beaucoup. Non, parce que ça a défrayé la chronique et c'était très intéressant. La CFDT a toujours refusé. Parce que les 3/4 des gens qui sont aujourd'hui à la CGT, en fait, ont essayé les autres. Voilà. Donc en fait, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc on est vraiment dans des syndicats partisans. Donc ils pleurent qu'ils ont rien, mais à un moment, c'est-à-dire que s'ils ouvrent pas leurs portes et qu'ils arrêtent de servir la soupe de la lutte des classes, ça peut pas fonctionner, quoi. Déjà parce que le breton, en fait, la lutte des classes, on s'en tape le coquillard, quoi. On a toujours été tous ensemble pour aller de l'avant. On n'a jamais été regarder ce que touchait le salaire de l'autre. Donc là, aujourd'hui, et puis la lutte des classes, on sait ce que ça amène dans le monde, quoi. Je veux dire, ça amène à rien. On monte pas un pays qu'avec des ouvriers. Voilà, il faut des patrons, il faut des cadres, il faut des ouvriers. Si, ça amène quelque chose. Oui, ça amène à la dictature et au meurtre. La dictature, la terreur. Voilà, donc, par contre, Atsao n'a jamais tenté de monter une expérience syndicale. Non, parce qu'en fait, je pense. Finalement, si on regarde un petit peu la Corse, par exemple, le syndicat des travailleurs corses, la STC, a été plutôt finalement le bon... S'il reste quelque chose du mouvement corse qui est en pleine déréliction, la STC a été une bonne expérience. On peut pas comparer l'exemple corse avec la Bretagne. Ce sont deux choses totalement différentes. Ce sont des mentalités totalement différentes. La Corse, c'est 200 000 personnes, dont 120 000 Corses. Donc on peut pas comparer. On peut pas. Je suis sûr que si la Bretagne, on était 200 000 en Bretagne, les choses seraient totalement différentes. Et puis une île. Donc on peut pas. Et puis surtout les mentalités. Ce sont des mentalités. Moi j'ai bien connu les Corses. C'est pas comparable. Chacun a sa mentalité. Chacun a un combat. On a un combat commun, certes. Mais bon, avec des approches totalement différentes. Et c'est certainement plus facile de monter un syndicat lorsqu'on est 120 000 que lorsqu'on est 4,5 millions comme nous en Bretagne. Vous êtes présent aux Journées nationalistes de Corté ? Non. Pourquoi ? Non. Alors, je parle de nous aujourd'hui. Le peu de contact qu'on a avec les nationalistes corses, je ne parle pas des nouvelles générations, on n'a jamais eu d'invitation. Et nous savons qu'aux Journées de Corté, en fait, les seuls qui ont des cartons d'invitation sont nos camarades de l'extrême gauche bretonne. Voilà, donc on suppose que si on a un carton d'invitation et que nous on ne l'a pas, c'est qu'on ne doit pas être du bon côté, quoi. Oui, disons que on aurait pu certainement être invité par des billets détournés et par des gens qu'on connaît, mais bon. Ouais, mais ça reste des est-ce que c'est individus, intéressant ? En fait, Voilà. la difficulté qu'on a aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, tu me demandais si on avait des contacts avec d'autres mouvances, etc. On a plus de facilité avec des mouvances qui, comme nous, à l'étranger, que sur le territoire français. Oui. Alors pourquoi j'en sais rien, à vrai dire, parce qu'on a des bons contacts humains avec certains, mais de parti à parti, C'est plus compliqué. pas s'arracher les cheveux, j'en ai pas, mais... Oui, alors c'est Mais vrai effectivement, je vous confirme, chers auditeurs, il n'y en a plus beaucoup. C'est peut-être pour ça que j'en ai plus, d'ailleurs. Oui, Jean-Louis. Oui, ça Vous dépend. coupez la parole une deuxième fois. Fumier de lapin. Allez-y. On va faire crotte de poule. Tout à l'heure, Eric, vous avez fait une allusion aux algues vertes. Comment peut être reçu, parce que le sujet est sensible dans les Côtes d'Armor, puis d'une façon générale, parce que même si l'algue a l'air de reculer, quand même le problème a l'air de... Non, en fait, elle va ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se propage sur l'ensemble du littoral français. Aujourd'hui, on la ramasse, donc on la voit moins. Aujourd'hui, on a des systèmes de traitement qui arrivent tout doucement, mais on arrive toujours dans les mêmes conneries. La bêtise humaine, ça, on va pas la refaire. C'est-à-dire que les éoliennes, c'est super bien, mais pas dans mon jardin. La déchetterie, c'est normal, je vais pas traiter mes déchets, mais quelqu'un le fasse, c'est super, du moment que c'est pas chez moi, quoi. Donc, on a le même problème avec l'algue verte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de méthanisation de l'algue, etc. Je sais que d'autres mouvances bretonnes ont combattu contre la mise en place de ces méthanisations, de ces systèmes-là.
Voilà, donc quoi faire? Alors on peut les manger, hein. Il y a à Iffignac, il y a un petit hôtel. Et le gars faisait des sushis, en fait, enfin des maquis avec de l'algue verte. Donc elle est consommable à partir du moment. En fait, le problème de l'algue verte, c'est le pourrissement de l'algue verte. Voilà, donc il faut traiter ça. Il faut être très prudent. L'accueil, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien de taper à bras raccourcis sur les agriculteurs, Oui, enfin, c'est sur ce les que j'allais vous éleveurs, demander, en fait. éleveurs Voilà, de c'est porc. ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que les éleveurs de porc, s'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, c'est parce que l'administration les a poussés à être là Je aujourd'hui. sens que vous allez nous dire que c'est encore la faute de Non, la non, France. c'est Non, pas non, que si, c'est si, pas que moi, la moi, France. C'est non, pas que la Afrique le France. dit. On va Moi- prendre le cas on a un abattoir qui est à Lamballe, qui est le plus gros abattoir de porc en fait en Bretagne, qui est la Copperle. La Copperle est affiliée avec nos camarades du Crédit de la Picole, en fait. Donc, Je pense, chers auditeurs, qu'on parle du Crédit du Agricole. Crédit Agricole, qui en fait eux passent leur temps en fait à donner du prêt aux éleveurs Pour les endetter. pour les endetter. Une fois qu'il est endetté, il vend sa ferme et la Copperle rachète la ferme, et donc l'élevage de cochons. Je vais pas dire à l'euro symbolique, mais on n'en est pas loin. Donc tout ça, ça se mord la queue. On a poussé ces mecs-là à faire de la surproduction. Aujourd'hui, on fait du cochon hors sol. Il y a un moment, il va peut-être falloir arrêter. C'est-à-dire qu'à la Défense, ils ont des tours en verre. Nous, bientôt, on va avoir des tours de porc ici. Donc il arrive un moment, soit on fait effectivement de la méthanisation derrière pour pouvoir gérer tout ça, soit on la fait pas. Et la merde, il faut bien la mettre quelque part. Alors on a essayé, ça ne rentre pas dans les assiettes, personne ne va en bouffer. Donc à un moment, il faut la traiter. Et effectivement, sur les algues vertes, enfin, on a de bons rapports parce qu'on a fait les communes du secteur, que ce soit Morieux et toute la clique, on a été plutôt super bien reçus, malgré l'étiquette qu'on a sur le dos, par les élus et la population. Donc ce qui prouve qu'en fait, la Bretagne, c'est pas d'autres régions, où effectivement, malgré le discours qu'on peut tenir, qu'il soit nationaliste, etc., et indépendantiste, à partir du moment où on parle des sujets qui fâchent, bah, les gens sont prêts à nous écouter, quoi. Alors justement, c'est quoi Atsao aujourd'hui sur le terrain? Quelles sont les campagnes que vous avez en cours ou, Les qu'est-ce campagnes... que vous proposez ou voilà. Alors en campagne, en fait, on en a aujourd'hui, on va dire, deux en cours pour le moment, en fait. Une qui est justement sur vivre et travailler au pays, donc sur toute la partie des côtes. Ça me rappelle un truc, ça. Ouais, Vive. c'est bizarre, Une ça. belle affiche. Mm. Bref. Voilà. Donc justement sur les maisons secondaires, principalement. Donc Derrière les maisons secondaires, c'est intéressant ça. En fait, la maison secondaire, on en a marre. En fait, ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'il y ait des lois qui... C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit d'avoir ma. Si, ma tu petite peux l'avoir. bicoque Pourquoi tu la en- prends pas à Carré, par exemple, ou au centre-Bretagne? Vous êtes fous. Voilà. Je vais Donc foutre sur la la, carré, côte, moi. sur la côte, qui est de la maison secondaire, pourquoi pas, de toute façon. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Le tourisme, c'est aussi l'accueil. Le problème, c'est que la maison secondaire est concentrée sur certains points. On va prendre des cas comme Sarzeau, on est intervenu, etc. Enfin, on a des coins comme le Quel type d'intervention vous tractage, faites? enfin boitage, tractage. Classique, principalement. militant, Ouais, on va au militant, contact de la militant de base, population, quoi. des élus, Voilà. etc. On a fait sur Séné, etc. Donc dans la même chose que Séné, c'est où? Séné, c'est à côté de Vannes. On a fait une action pareille parce que c'est lié à vivre et travailler au Péry. Les autres bédouins, ils construisent leur voirie et ils vont chercher du granit chinois. C'est-à-dire que nous, on a du granit à Chiagogo en Bretagne et on n'arrive pas à le vendre. Et les autres, les élus. Et il n'y a pas que là, hein, autour de Rennes. Donc ça, vous le dénoncez auprès de la Oui. population. Pas auprès de seulement la parce que population. le- Et en fait, on On a eu le cas à Vincennes aussi, hein, où le maire de Vincennes, en région parisienne, était allé chercher ses granites. Oui, Enfin, mais il n'y a pas de carrière de granit à Vincennes. Non, mais Parce justement, que nous, il on a aurait plein de pu, carrières de justement, granit il en aurait pu Bretagne. en avec apporter, quelque part, il aurait pu en effectivement, apporter de Bretagne. Voilà. Non mais c'est vrai. Donc en fait mais ça fait partie en fait nous c'est on va dire on globalise le vivre et travailler au pays, c'est effectivement tout ce qui touche à la maison secondaire parce que la maison secondaire c'est pas qu'une maison secondaire en fait. Dans une ville où il y a 80% de maisons secondaires, il n'y a plus d'école, Oui. il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de vie. Il y a peut-être un souci pour l'accession à la propriété aussi Des locaux. du autochtone. Les jeunes Bretons ne c'est peuvent plus. exactement lié, ce qui fait qu'en fait l'emploi se déplace puisque le gars peut plus y vivre. Donc on part et en fait les villes se vident économiquement, etc. Alors évidemment, on va dire ça enrichit la ville pendant 6 mois voilà. On va prendre large. Hein. 6 mois, ça fait beaucoup. Hein, Non, non, c'est parce plutôt, qu'il y a ouais, les 4 mois d'été, il y a mai, la Toussaint, juin, juillet, août, le Pâques septembre. et tout. Ouais. Donc on arrive encore, je vais dire 6 mois parce que je suis large. Mais le reste du temps, il n'y a plus rien. Je veux dire, on a fait Erquy. À Erquy, je pense que 80% des gens d'Erquy ne sont pas à Tzao, hein, puisque l'adjoint au maire est au parti breton. Enfin, on a été reçus. Voilà. On l'a fait pourtant en saison estivale. Bah, y a l'estivant qui dit ouais, moi je suis pas d'ici, donc votre revendication, j'en ai rien à foutre. Je suis pas breton. Et puis il y a le gars d'Erquy qui lui est implanté là, qui aimerait bien que son gamin puisse avoir une maison ici, quoi. Alors qu'aujourd'hui c'est pas le cas, parce qu'en fait on est sur un dumping immobilier qui est... Donc aujourd'hui
Oui, il y a des solutions, on va pas dire de bloquer les choses, mais il devrait y avoir des priorités pour les locaux, il devrait y avoir un contrôle des mairies, etc. quoi. Mais justement, en même temps, la part de responsabilité des élus locaux, elle est énorme, non? Dans ce problème. Oui, Les donc élus faut les locaux qui sont absolument. pour le coup bretons. Ouais, mais ils sont pas plus bretons que moi, je suis prêtre orthodoxe. Bah, je veux dire, ces gens-là, ils sont soit. Ces gens-là, en fait, aujourd'hui, ils sont élus pourquoi? Ils sont pas élus sur des étiquettes bretonnes pour les trois quarts. Ces gens-là, ils servent la soupe au Parti Socialiste, à l'UMP, je sais pas, au Modem, enfin, au Parti Communiste, à ce qu'ils veulent. De toute façon, ils sont pas de enfin, voilà, je vais pas dire qu'ils sont pas de chez nous parce qu'ils ont le sang breton. Mais il y a longtemps que ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur place, etc. Donc en fait, la place, elle est vite faite. Hein. C'est la gamelle. C'est la gamelle. Alors, Et justement, l'impôt locaux, il est payé aussi Moi, j'aurais à revenir par sur ces les gens-là. Ah. Et en plus, il est beaucoup plus cher. Enfin, mais maison pour ça, il va secondaire, falloir arrêter, Eric. La maison secondaire a un coût. Enfin, pour une commune, elle touche plus sur une maison secondaire en impôts locaux que sur. Donc effectivement, c'est ça qu'il faut casser pour changer le. Mon cher Eric, je crois que Patrick voulait Voudrais revenir sur les cochons. Oui, je voudrais revenir sur les cochons, parce que bon, ce qu'a dit Eric sur le développement économique de la Bretagne, bon, c'est sûr, le jour qu'on aura les manettes, lorsqu'on aura la maîtrise de notre destin, ça sera beaucoup plus facile. Il ne faut pas oublier que le Danemark produit 2 à 3 fois plus de cochons qu'en Bretagne et pollue 2 fois à 3 fois moins. Donc, c'est-à-dire qu'on peut produire encore plus de cochons en Bretagne ou plus d'autres choses, sans polluer ou au moins en polluant beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il faut adapter, si vous voulez, et ça l'État français, je m'excuse, il s'en fout totalement en Bretagne. Comme a dit Eric, on prête de la... la... pas seulement l'État français, Non, mais je crois que c'est logique de système. Quand on dit l'État le français, système, mais quand oui, on dit mais l'État c'est- français, c'est les Bretons qui sont dans le système C'est ça, de c'est l'État tout, français. c'est tout un C'est système. C'est la surproduction. C'est la surproduction enfin, et le reste, on s'en fout. voilà. Et qu'on pollue ou qu'on ne pollue pas, on s'en fout. Alors qu'on pourrait produire beaucoup plus et sans quasiment polluer. Il y a tout existe. On parlait de la méthanisation, mais il y a plein d'autres choses qui permettent de quasiment pas polluer. On pollue toujours, de toute façon. Je m'excuse, ceux qui sont contre tout, les écolos de mes deux, là, hein, vert dedans et rouge dehors. Non, c'est pas vrai. Le plus grand pollueur, c'est la ménagère. Tous les produits toxiques qu'elle met pour faire ses lessives, ses vaisselles, etc., ces gens-la polluent. C'est pour ça que je fais Il ni n'y a pas que les vaisselle agriculteurs. ni lessive. Alors là, j'ai un principe de Il n'y a base. pas que je les ne pollue pas. agriculteurs. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des agriculteurs, même si on sait très bien que les algues Ils vertes sont on quand sait- même responsables. Oui, mais Mais ils sont Grande responsables, partie. indirectement Il faut responsables. quand même savoir que les Oui. communes sont aussi responsables sur une grande part, parce qu'avant que l'Europe attaque la France avec dommages et intérêts pour régler le problème breton du nitrate, les 3/4 des villes bretonnes de la côte déversaient toute leur merde dans la mer. Oui, quoi. il n'y avait pas d'usine d'épuration aux C'est pas normes. si vieux que ça démarre. Oui. Quand Alors on critique l'Europe. C'est sûr que l'Europe, le modèle actuel de l'Europe Non, oui, c'est ne ça. nous satisfait Le pas. bidule Mais européen. au ne nous moins satisfait pas. l'Europe oblige la France, et la France est constamment condamnée. Ça, on ne le voit pas dans les journaux c'est régionaux, sur les droits de l'homme. ni dans Ouest France, ni dans rien du tout. La France est condamnée sans arrêt pour la langue bretonne, pour plein de choses, et notamment pour la pollution des rivières, la pollution de l'eau, les nitrates. Je voulais juste revenir sur ce qu'on peut trouver sur votre site internet, là, qui est le programme de gouvernement. Décidément, j'ai du mal. C'est peut-être parce qu'on est dans une taverne et que c'est la 3e tournée. Désolé, chers auditeurs. Donc, le programme de gouvernement breton édité par Atsao et les fameuses 210 propositions. Je voulais juste savoir, sur le site, c'est précisé que vous avez travaillé pendant 2 ans là-dessus. Donc, on est vraiment dans une logique de contact terrain, travail militant, travail de recherche. Comment vous avez fonctionné ? On a essayé d'analyser, si vous voulez, toutes les grandes questions qui se posent à la société bretonne et donc au peuple breton. On traite de l'immigration. Tout à l'heure, un air ironique, Eric parlait de l'armée bretonne. Bon, on a pris une position. L'armée bretonne, ce serait même pas utopique, ce serait vraiment de l'ironie de notre Vous avez part. vraiment essayé d'être réaliste. Ah non, on a été réaliste Voilà. pour proposer des choses sérieuses. On a posé des questions, on a répondu aux questions de façon très très sérieusement au peuple breton pour qu'ils s'aperçoivent que nous sommes un parti, non seulement un parti nationaliste et indépendantiste, mais un parti de proposition dans le cadre d'une future souveraineté bretonne. Donc, j'ai vu également sur votre site internet qu'il y avait un certain nombre de questions-réponses qui permettent de préciser des choses. C'est pas inutile d'ailleurs d'y revenir. Donc, Atsao est bien dans une logique
légitimiste, Voilà. c'est Légal- légaliste, pardon, non, merci, c'est Le important. terme légal ou légaliste, c'est un terme qui est un petit peu impropre et qui me meurtre les oreilles. Qui vous chagrine un petit peu. Non, c'est là où parce je que la voulais en légalité venir. française, à la limite, Est-ce que là, je vous coupe, mais parce que là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de dire que vous avez un combat politique et qu'il n'est en rien lié avec la violence Voilà. politique qu'on Non, a non. pu aborder Voilà, tout à l'heure au c'est cours ça. de l'émission, parce que c'est important, ça fait partie de la vie politique, ça fait partie de la vie politique bretonne, ça fait partie de la Bretagne, ça a été, à un moment donné, ça répondait à une situation bien précise, bien spécifique. Aujourd'hui, nous avons un parti politique qui est à Non, Tsao, nous sommes qui est dans voilà. une logique démocratique finalement. nous sommes un ça parti pique un peu de politique me dire ça quand même. légal. Non, mais enfin, mais Nous sommes un parti démocratique, politique. La démocratie, c'est pas un gros mot en fait. Ça dépend comment on l'utilise. D'accord. Ça dépend ce qu'on en fait. Voilà, c'est ça. Non, nous sommes un parti politique, entre guillemets, légal. Nous sommes, de toute façon, depuis maintenant 12 ans, on n'a eu aucun procès. On est toujours resté, si vous voulez, dans les rangs. Par contre, on a toujours dit, nous sommes opposés à la violence. Même si l'action clandestine peut revenir, peut être à nouveau d'actualité sur le terrain politique, hein, parce que l'action clandestine est également une action politique, mais ça ne regarde pas. D'accord. C'est pas du tout notre objectif. Très bien. Eh bien, écoutez, Jean-Louis, une dernière question ou alors très très rapidement, non? Parce que Non, nous allons juste conclure. voilà, on va être obligé de conclure alors qu'on a encore 3 tonnes de questions Bah, à poser aux camarades d'Atsao. Mais du coup, on reviendra parce que finalement, la bière est bonne. Voilà. Alors là, Il fait beau. Alors, écoutez, chers auditeurs, je vous l'assure, il ne pleut pas. Non. Mais en Bretagne, il pleut que sur les cons. Les autres sont au bistrot. Voilà, absolument. Très bon. Eh bien, alors, écoutez, nous, en tous les cas, nous recommandons à nos auditeurs la Duchesse Anne, c'est ça? Ouais. Lancelot. Lancelot. Brasserie Lancelot, formidable. En tous les cas, chers auditeurs, nous allons nous quitter. Je remercie nos camarades d'Atsao pour leur accueil et puis pour ce moment d'échange vraiment fort sympathique. Et un bonjour à nos amis français qui nous écoutent. Ah, bah écoutez ça, je pense que ça fera Voilà. plaisir à beaucoup d'auditeurs. Je ne dirais qu'une chose, mon cher Jean-Louis, à l'abordage Et Kenavo. et pas de quartier.